Allô tout le monde. Allô. Bon matin, on va commencer cette session. Much for being here this morning. Alors prenez My place. name Merci is d'être Spencer ici ce Belanger. matin. I am the Mon nom est Prairie's Regional Spencer Manager. Bélanger. Euh, je m'occupe de la recherche au centre et je suis ravie d'être votre modérateur. Aujourd'hui, on va parler, le titre de la session, c'est Communauté dynamique, approche créative pour renforcer la santé des 2S LGBTQIA+. Je voudrais juste vous parler de quelques éléments. Tout d'abord, on a des guides communautaires afin de s'assurer qu'on a un environnement sain. Vous pouvez voir le site web pour voir quelles sont nos politiques communautaires. Vous savez que donc vous avez l'énoncé sur l'accessibilité, les principes communautaires, mais vous savez aussi que vous avez accès à un service de soutien en santé mentale en cas de besoin selon les sujets qui sont présentés. Donc nos présentateurs et présentatrices vont faire leur présentation et on va prendre vos questions, vos pensées, vos considérations à la fin. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Alors, notre première présentation de la session, c'est sur le sujet du métissage avec la réactivité, avec tisser les vécus dans la recherche, le métissage autochtone, une approche synergique du développement de la recherche communautaire. Holly, on va avoir Holly Reid de l'université, Kayleen et Katrina du Centre d'amitié autochtone de Victoria, mais également Ryan Wilson de l'Association des jeunes autochtones urbains. Alors, bienvenue. Allô tout le monde, mon nom est Holly. Je suis candidat au doctorant et je suis ergothérapeute. C'est ça mon background. Donc vous allez voir dans cette recherche que ça va être reflété. Je suis aujourd'hui ici avec Kalen et Ali. Malheureusement, Catherine est malade, alors elle n'est pas là aujourd'hui. Il y a aussi Owen et Ryan qui sont ici avec l'association. Alors aujourd'hui, on est vraiment ravis de partager comment est-ce qu'on a intégré notre approche de recherche avec le concept de métissage et à quoi ça ressemble aujourd'hui, donc ce projet. Alors, pendant qu'aujourd'hui, on va parler tout d'abord de qui sommes-nous, pour que vous sachiez qui est ici et qui est à notre table. On va également parler du tissage de la ceinture métisse comme métaphore. Donc, on va vous parler des rencontres qu'on a eues à Victoria. Je pense que c'était au Centre d'amitié autochtone dans lequel mes collègues travaillent. Et l'autre, c'est celui que porte Ali. On va aussi parler du processus de tissage, c'est-à-dire de notre approche, et ensuite des apprentissages de ce que nous avons appris à travers de ce processus. Alors, je vous ai déjà parlé un peu de moi, et avant de laisser la parole à Kaylin, je vais vous le dire que je suis métisse du côté de ma mère, euh, du côté, mon père vient d'Écosse, donc j'ai une identité intersectionnelle, et aussi je fais partie de la communauté queer. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel dans cette recherche au sein de mon processus personnel quant à mon identité. Nous avons trois partenaires. Donc, ça inclut ce qu'on appelle aujourd'hui Victoria, mais aussi l'association à Vancouver des jeunes autochtones urbains. Owen et Ryan sont ici pour leur organisation de UNIA, Urban Native Youth Association, et moi, je travaille avec Kat, Victoria, on s'est impliqué de plusieurs façons. Oli a fait la connexion de la recherche, et il y a eu le leadership de cette recherche.
Donc, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu tout d'abord une première phase de développement de la recherche pendant plus de 2 ans avant de rentrer en tant que tel dans la recherche. On va parler un peu plus de la phase 1 dans cette présentation. La phase 2 est en cours. Donc, c'est l'étude communautaire qui est donc le résultat de ce travail que nous avons fait pendant plus de 2 ans. Et la troisième phase se fait en parallèle avec la phase 2, et c'est le partage avec la communauté des connaissances acquises autour de la phase 1 dans les 2 dernières années. Donc, ça nous permet de passer à l'action et au développement de l'étude avec ces éléments. Alors, c'est moi qui va vous parler du cadre théorique, alors restez avec moi. Cette question de métissage, je veux juste être sûre qu'on parle de la même chose parce que dans cette recherche, on utilise cette approche de recherche et on utilise le mot métissage. Donc, je voudrais d'abord m'assurer qu'on ait une perspective. Ce n'est pas un mot qui est exclusif aux autochtones au Canada, mais on trouve ses origines notamment dans l'usage du grec et du latin, de métis, qui vient de mixtus, ça signifiait mélanger. Ça servait, et ça servait à désigner un tissu fabriqué à partir de deux fibres différentes. Donc l'approche métissée de la recherche, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas uniquement propre à l'autochtonie canadienne, mais ça trouve plutôt ses origines dans les contextes linguistiques créoles des Caraïbes, où les relations, où il y a une relation entre les langues, les identités mixtes et les modes de connaissance qui sont hautement valorisés au sein de la collectivité. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est qu'au Canada, ce mot métis a été mal utilisé ou mal compris. Donc, avec cette idée que si on avait des ascendances à la fois autochtones et européennes dans leur famille d'origine, mais être métis, ça inclut une culture métisse qui a des protocoles, une langue, une histoire qui leur sont propres. C'est pas un simple mélange d'autochtonie et de lignée européenne. Donc, on essaye d'amener cette définition au sein de notre travail. Donc, on fait rejoindre cette idée de métissage et de diversité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de métissage autochtone et pas seulement de métissage. Donc, ce n'est pas seulement une approche unique, mais c'est un cadre théorique qui nous permet de tisser des histoires personnelles et familiales avec des récits communautaires plus larges. Ça peut être différent et ça peut coexister. Donc, chaque participant et participante va avoir une histoire différente. Il peut y avoir une histoire communautaire ou pas. Donc, chaque fibre est unique, mais ensemble, elles se collectivisent. Donc, on a cette ceinture métisse euh, qui nous permet d'être la métaphore. Donc, elle fait 3 mètres et elle a différents types de tissus. Ça a vraiment toute une idée qui est liée à cela, à la communauté, qui donc a des couleurs qui représentent différents éléments. Donc, on fait le parallèle avec ce tissage de ceinture comme métaphore de la recherche. Nous avons appliqué le métissage autochtone donc pour tisser des histoires. Euh, c'est la base de notre développement de la recherche et ça permet de co-créer des méthodes de recherche. Donc, on tisse ensemble des histoires de relations et des expériences euh, autochtones, mais aussi des histoires personnelles. On a consulté avec les communautés en utilisant une diversité d'approches en matière de partage des connaissances et qui se permettent de définir les valeurs éthiques de la recherche. On partage ceci avec les communautés afin de continuer, euh, afin de continuer de co-créer ces méthodes de partage. Donc, avec cette idée de tisser une ceinture de recherche, en appliquant le métissage autochtone, il y a plusieurs tendances, En tant que chercheur, ça nous permet de réfléchir à comment on participe, qui participe, comment on utilise l'information. Ça fait partie des aspects. Donc,
tous ces fils ont été utilisés et tissés ensemble afin de devenir ce cadre d'étude, cette étude. En termes de comment nous travaillons sur la question du métissage autochtone, on utilise plusieurs approches afin de s'assurer que les différentes voix sont présentes et sont incluses dans les réflexions. Ça inclut des questionnaires, des discussions, différentes activités qui permettent d'engager, d'impliquer les gens. Notamment, on a utilisé du collage, de la cuisine, des activités de self-care, toutes sortes de choses ont été mises en œuvre. Ça permet d'impliquer des références et des narratifs tant personnelles que collectives et d'identifier également les relations qui se tissent. Alors, à quoi ça nous a amené? Ça nous a amené à une recherche, une, une recherche qui a provoqué de la réaction, et donc c'est un processus. Donc, euh, donc, donc tous ces fils de la recherche ont été tissés, retissés, refaits. On a voulu donc faire un processus de recherche qui s'adapte à la communauté et non pas une communauté qui devrait s'adapter à un projet de recherche. Le résultat, c'est que cette étude de doctorat est en cours à Vancouver. Ça s'appelle Explorer les modes de savoir, d'être et d'action des personnes de SLGBTQ+, par leurs occupations. Quand on parle d'occupation, on parle d'activités, de tous les types d'occupations, de comment les gens occupent leur temps. Oli est ergothérapeute, donc la question de l'occupation est centrale. Ça a permis d'identifier, de comprendre les expériences de la vie quotidienne des personnes de SLGBTQ+, autochtones et leur vision des possibilités qui s'offrent à elles. On va finir avec les remerciements. Il nous reste 2 minutes. On n'a pas dépassé le temps. C'est génial. C'est un très bon début. Alors, je voudrais reconnaître et remercier notre oncle aîné Bonaventure Fabienne, qui n'est malheureusement pas ici avec nous aujourd'hui, mais qui a fait partie de ce processus et qui a été là. euh, à de, il a été là dans de nombreux événements. On faisait des événements en jeunesse et juste l'avoir avec nous, c'était tellement important. On veut aussi remercier les jeunes autochtones de SLGBTQIA+, qui ont fait partie de ce processus pendant les 2 dernières années et demie. Ils ont été super présents. Ils nous ont aidés à co-créer l'éthique, les activités. Donc, moi, je travaillais donc avec le panel d'éthique du Conseil des recherches des sciences humaines, mais j'ai eu le soutien des jeunes autochtones tout le temps. On a eu aussi eu les bailleurs de fonds. On n'aurait pas pu le faire de façon réciproque sans le financement du fonds des initiatives stratégiques autochtones, mais aussi SHERC et l'Université de la Colombie-Britannique. Donc sans ça, voilà, on n'aurait pas pu le faire. Alors vraiment, merci beaucoup d'être ici avec nous. Et on répondra à vos questions quand ce sera le temps. Merci, merci tellement d'avoir partagé ce travail tellement intéressant et le travail que vous avez fait avec la communauté. Si vous avez des questions, je pense qu'on aura le temps à la fin pour tous nos panélistes. Alors ensuite, le titre de la prochaine présentation, c'est le Transpower Projet, renforcement des capacités parmi les nouvelles et nouveaux arrivants trans non-binaires du sud-ouest de l'Asie, du nord de l'Afrique et du sud de l'Asie à Toronto. On va entendre Surti Sabou, qui fait partie, qui est l'ancien responsable du projet à l'Alliance pour la prévention du sida en Asie du Sud, ASA-AAP. Allô tout le monde, je suis Srotika, je suis l'ancienne responsable du projet Transpower à l'Alliance pour la prévention du sida en Asie du Sud. Un peu, un peu d'informations sur... Je me mélange avec mes acronymes, mais
C'est un organisme de service lié au SIDA, fondé en 89 par l'entremise du militantisme queer et des personnes indo-caribéennes et du sud de l'Asie à Toronto. Sa mission, c'est d'offrir des services culturellement adaptés de soutien, de la prise on a des services notamment de logement, de santé. Donc, on appuie de nombreuses personnes nouvelles arrivantes queer. On a des services spécifiques, notamment selon le statut des personnes. Et ça nous permet d'essayer d'avoir une perspective holistique et de les soutenir dans tous les besoins. Donc, ça nous a amené au Transpower Project, un aperçu. C'est un projet d'un an de renforcement des capacités réalisé par ASAP qui soutient les nouvelles et nouveaux arrivantes racisés, trans, non-binaires qui viennent du sud-ouest de l'Asie, du sud de l'Asie, du nord de l'Afrique, du Moyen-Orient, et le tout dans la région du Grand Toronto. Euh, Ça a été créé par Femmes et Égalité des genres Canada, qui l'a financé, pardon, ça a été le projet qui a été financé. Je n'ai pas beaucoup de photos sur cette présentation, mais si vous voulez voir certaines de nos activités, checker notre Instagram, Transpower, barre en bas, ASAP. Donc, pourquoi c'était tellement important ce projet? Et qu'est-ce qu'il y a à raconter là-dessus? Il y a, il y a des intersections très dynamiques en termes d'identité pour Toronto en général, tout comme Vancouver, a une population de personnes nouvellement arrivées très grande. Donc, il y a la transphobie, qu'elle soit interne ou externe, intériorisée ou pas. Ça rend plus compliqué d'avoir accès à des ressources. Il y a la barrière de la langue et toutes sortes d'autres facteurs spécifiques à la population de l'Asie du Sud. Par exemple, non tout le monde n'a pas nécessairement accès aux services à cause de leur statut migratoire, notamment avoir accès à une assurance, par exemple, pour avoir accès à leur thérapie. Il y a d'autres points d'oppression qui ne sont pas nécessairement reconnus, la question des castes, la question de la classe, la question de l'islamophobie, par exemple. En général, quand on parle des orientaux en général, ou du sud de l'Asie, ou des façons d'être queer ou trans, elles ont toujours existé, mais ça n'est pas nécessairement elles n'apparaissent pas nécessairement de la même façon qu'ici. Alors parfois, quand on parle de ce à quoi a l'air l'être queer, euh, dans leur contexte culturel, c'est très différent. Donc parfois, ça crée des barrières et ça complexifie la situation. Donc, ça peut être difficile de l'expliquer aux autres, par exemple. En général, ça amène à des autos d'isolement qui sont, en général, c'est des gens qui ont appris à compartimenter leur identité dans différents espaces. Donc, dans les espaces queer, il y a une réalité. Euh, Donc, parfois, un espace est inclusif pour les personnes trans, mais pas pour le reste de leur bagage culturel. Donc, c'est vraiment une compartimentation qui est compliquée. Et ça amène à plus d'isolement, à des problèmes de santé mentale. Les gens veulent reconstruire une nouvelle vie. Donc, c'est très différent. Un peu sur notre équipe, c'est une petite équipe. Euh, J'étais la coordonnatrice du projet. Ce projet n'aurait pas été un succès. Alors, j'étais la gestionnaire du projet et on avait des coordonnatrices qui ont beaucoup appuyé, qui ont permis de soutenir le projet. Et on a réussi à avoir des gens à temps plein avec des bonnes conditions de travail et ça a permis de le faire. Et ça donne l'espace, le temps et l'énergie de faire une très bonne job. Euh, Ça a été incroyable le travail qu'elles ont fait. Ça a été vraiment hot. Halle, qui est une nouvelle d'arrivante trans. Nous avons Alisha, Yel, qui est non-binaire et qui a beaucoup d'expérience aussi.
je vais vous parler du projet en général. C'est un projet seulement d'un an, donc il fallait faire vraiment beaucoup de choses. Notre projet, notre organisation se base sur la communauté, se base sur l'engagement de la communauté. Et donc, on a dû faire une évaluation des besoins. Cette évaluation des besoins, c'était très informatif. On connaissait déjà beaucoup des enjeux pour la communauté non-binaire, trans, etc., comme surtout la communauté sud-asiatique, parce qu'ils fréquentaient nos ressources. Alors, on a voulu avoir une documentation plus formalisée pour faciliter la création et l'exécution de notre plan de travail. Comme vous savez déjà, des différents défis qu'on a découverts, c'est l'hébergement, les loyers sont dispendieux, il y a la transphobie, la discrimination conjointe. C'est pas facile. Il y a trouver un logement et puis l'employabilité, trouver un emploi comme une personne nouveau arrivante, c'est pas facile et un peu comment naviguer les soins d'affirmation de genre. Comment est-ce que je peux avoir accès à une clinique appropriée pour mes besoins ou pour les hormones. Et trouver juste les professionnels de santé qui ne sont pas transphobes. Et ça, c'est gestion de tous les enjeux de santé mentale et l'isolement. Alors, c'est de créer ces espaces culturels reconnaissants communautaires. Et on voyait le besoin d'avoir les ressources en arabe et farsi, des ateliers, des ressources disponibles. C'est pas tout le monde, l'Asie du Sud avait moins besoin, mais les populations qui parlaient arabe et farsi voulu vraiment avoir les ressources euh, dans leur langue et particulier. Et je vais faire un résumé rapidement des activités qu'on a fait dans juste un an. On était vraiment débordés. On faisait à peu près 5 événements par mois. Alors, il y avait du soutien individuel intensif. Alors, ça, c'est vraiment des différents services. Parce que nous, on c'est pas des travailleurs sociaux, mais on a des personnes à naviguer, à trouver les ressources. On fait des rassemblements de soutien en pairs, une fois par mois. Il y avait la nourriture disponible, le monde pouvait arriver, parler des différents enjeux. On peut créer, tisser des bons liens et des réseaux. Il y a de rassemblements à grande échelle. On a eu tout un pouvoir pour un parti pour souligner le pouvoir trans et on a pu investir dans euh, la communauté artistique. Il y a tellement de personnes talentueuses qu'on veut investir. On a fait un développement du leadership. Oh, il y avait des différents systèmes de mentorat pour les différents nouveaux arrivants qui pouvaient soutenir les personnes qui continuent à découvrir les enjeux. Et ces groupes de soutien en parlent. On pouvait faire les ateliers. On a aussi fait la création et le partage des ressources. Il y avait un programme où on a créé un partage de ressources. On a pu collaborer avec des partenaires externes et comment on peut faire des programmations qui seraient gratuites pour affirmation de genre, c'est nourriture et puis comment mieux naviguer des différentes ressources de santé mentale, logement, etc. Et on parlait de même euh, un peu si le monde sont capables de mieux comprendre les enjeux économiques, financiers, santé mentale. On a fait ça dans anglais, arabe et farsi. Ah, c'était incroyable. Je peux continuer avec les ressorts et qu'est-ce qu'on a vu, mais ça peut aider la création d'une communauté qui n'existait pas avant le monde santé vraiment moins isolé. On est vraiment triste qu'on a perdu notre financement. C'était juste financé pour un an, mais on voit les impacts qui continuent, durables. Les personnes sont un peu renforcées leur capacité de contrôler leur propre projet. On a pu découvrir le soutien qui est culturellement adapté et approprié, c'est essentiel. Sinon, les lieux vont pas être invitants, le monde va pas être présent. Il fallait juste avoir la nourriture appropriée à chaque événement, surtout pour les personnes d'Asie du Sud, etc. C'est vraiment important pour eux. On a pu investir dans les opportunités de développement de leadership. Peut-être on aurait dû investir encore plus pour les personnes
trans qui se présentent masculins, etc. On aurait pu faire plus. Hein. On a fait un partenariat avec différents programmes pour les personnes trans. Euh, mais on a vu la puissance des partenaires. Et on a un petit message de Halle. Alors, salut tout le monde, je suis Halle Nourri, j'utilise le pronom elle. Je viens d'Iran et j'ai eu la chance de travailler à ASAP. Et je suis la coordinatrice pour les personnes, renforcer les capacités des personnes trans. C'est pour les personnes trans et non-binaires. Et j'ai eu l'occasion de faire partie de cette équipe incroyable de vraiment faire l'empowerment avec les personnes trans euh, et non-binaires. Et on a pu avoir beaucoup d'ateliers avec les différents types de langage. On voulait assurer que c'était accessible pour les membres de cette communauté. Et les enjeux le plus importants pour les personnes nouveaux arrivantes, c'est pour ces personnes qui rentrent dans la catégorie trans et non-binaire. On a vraiment fait pour parler des enjeux d'employabilité, accès aux des ressources d'emploi, les enjeux financiers, pour vraiment leur donner la chance de communiquer avec d'autres personnes, mieux comprendre et d'être plus capable de trouver cette famille choisie plus facilement au Canada et construire leur propre relation avec différents amis. Et ça aide leur début au pays. On a aussi eu deux événements qui avaient beaucoup de succès et les personnes ont eu la chance de communiquer avec les grandes compagnies comme Apple, Starbucks et qui ont eu la chance de faire les entrevues. Et pour certaines d'entre elles, elles ont pu trouver les emplois plus durables et sécuritaires. Une femme trans d'Iran, elle a vécu de la discrimination dans la société. Moi, j'ai vécu ça à cause de mon identité de genre et qui je suis. Et à travers le processus de demandeur d'asile, en venant au Canada, et ça, c'était vraiment comme une mère qui m'accueillait, qui m'a renforcé mes capacités d'être capable de me tenir debout toute seule. Et maintenant, ma vision depuis ce moment, c'était de rencontrer d'autres personnes qui avaient besoin de trouver un accès à certains services. Alors, dans notre vision de TransPower, c'est vraiment de soutenir les personnes trans, non-binaires, de construire une communauté renforcée, parce qu'ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Incroyable. Ça fait chaud au cœur quand on entend parler de la construction de communauté, d'augmenter les capacités pour ces personnes trans et non-binaires dans la communauté nouveaux arrivants à Toronto. Alors maintenant, on a notre prochaine présentation pour nous, par nous, avec nous, les joies, les luttes et les brillances des espaces clos. On a le coordinateur du projet, c'est Ray Paul. De Coverdale Justice Society et on a aussi Danny Close, c'est un organisateur communautaire de Aqua et Queer Arts et TNA. On peut les applaudir. Merci. Bon matin tout le monde, je m'appelle Ray Paul, je viens de Chibouctouc ou Halifax, ça c'est les territoires non cédés des personnes migrants. Et je suis ravie d'être ici avec ma co-présentatrice, Danico. Je viens de l'an de Toronto, ou connu comme Toronto, et je suis une personne qui a fait la coordination dans le secteur communautaire. Et j'ai travaillé pour la force pour que les jeunes demandent
force et leurs efforts. Et je trouve ça difficile de, même le fait qu'on pose la question pourquoi ces lieux sont importants pour les jeunes et query sur ce soutien identitaire. Et je trouve ça bizarre qu'on a besoin de même poser ces questions. Alors, pour expliquer le soutien fondé sur l'identité, c'est pour remplir les besoins des différentes identités. On va faire un tour de pourquoi c'est tellement important, pertinent et pourquoi on a besoin de continuer de leur financer et ça va toujours avoir une influence sur notre participation. Nos méthodologies de recherche. Ray va parler d'un transpulse, ça c'est une étude transpulse, des vases clos identitaires. Et moi, comme Lo, j'ai grandi juste à l'extérieur de Toronto, dans la région de Durham, si vous connaissez. Et j'ai quitté la maison de mes parents pendant la pandémie pour déménager à Halifax, comme beaucoup de jeunes ont fait pendant cette époque. Et dans ce moment, j'ai trouvé une communauté incroyable, des personnes que ça fait longtemps qu'elles habitaient là-bas. Et une portion de mon emploi, c'était vraiment créer les lieux, des espaces pour les personnes racisées et queer et trans. Et un des études, c'était vraiment cette étude sur le transpulse. Et ça, c'est quand cette idée de créer les vases clos pour les identités. C'est parce que le monde disait pas que je pourrais être une personne asiatique dans un lieu queer et je peux pas être dans mes lieux culturels. Je peux pas arriver comme une personne queer. Et j'ai pensé que ça, c'était vraiment intéressant. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de conversations avec les différentes personnes dans la communauté. Et parce que j'étais une personne nouvelle arrivante, je voulais avoir ces conversations de voir de manière en respect, mais des conversations qui offraient du soutien aussi. Et souvent, les réflexions étaient reliées au isolement. Et parce que la zone est plus éloignée, le transport était pas facile, il y a beaucoup de distance à couvrir. Et il y avait plusieurs raisons avec aussi la pandémie que les personnes ne pouvaient pas se rassembler facilement. Alors nous, on a pu identifier l'isolement comme un élément clé qu'on voulait identifier et répondre. Et parce que peut-être j'ai grandi dans un foyer multiculturel et une communauté multiculturelle, ce n'est pas nécessairement le cas pour beaucoup de personnes asiatiques que j'ai rencontrées à Chibouctou. Beaucoup des lieux communautaires queer étaient vraiment centrés sur les personnes blanches. Alors, on voulait essayer de faire quelque chose de différent. Et là, ce que vous allez trouver, ce qu'on va discuter davantage, j'ai fait certains sondages plus formels et des demandes de conseils. On a fait un groupe de soutien pour les personnes QT BIPOC, alors des personnes racisées, autochtones, noires et queer. Ça fait quoi votre expérience comme un leader dans la communauté? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer ces espaces? Parce qu'on n'a pas accès à nos propres ressources. Alors, tous les éléments de recherche que j'ai fait, c'était fait avec la communauté queer asiatique à Toronto. Ce que Ray a trouvé, c'est beaucoup de personnes juste ont faim. Ils veulent bien manger, ils veulent rassembler, manger, voir les visages de d'autres personnes qui se rassemblaient, qui vivaient des expériences semblables, qui voulaient avoir la chance de réfléchir, parler des enjeux que souvent ils sentaient l'obligation à cacher dans d'autres lieux. Un des éléments que je voulais partager dans mes sondages, qui c'était vraiment des statistiques, et il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient ça vraiment difficile accéder aux activités adaptées à leur culture. Ils ne se sentaient pas capables de... il fallait plutôt compromiser les différentes variations d'elles-mêmes pour juste bien survivre. Et ces personnes voulaient des lieux qui laissaient juste des affaires holistiques, d'être en santé. Il y a tellement de différentes manières d'avoir une identité queer asiatique, ou d'avoir un système immunitaire compromis pendant le COVID, tout ça. Et finalement, je pense qu'il y a quelque chose qui on était étonnés de voir ou entendre, c'est que tellement de ces personnes voulaient tellement être des personnes leaders dans leur communauté, mais souvent ils ne sentaient pas qu'il y avait assez d'outils, le respect, juste la notoriété de se mettre de l'avant et d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, Ray va parler des programmes qu'on mène et c'est quoi leurs impacts et pourquoi nous sommes ici ensemble.
Alors, quelque chose que je pense qui est quand même assez drôle, on n'a jamais rencontré avant hier. Et j'ai envoyé un courriel à Danny en train de dire comme il n'y a rien dans le Canada, l'Atlantique pour les personnes queer asiatiques. Alors j'ai envoyé un courriel à Danny. J'ai demandé et qu'est-ce que vous faites à Toronto? Est-ce qu'on pourrait collaborer? Et on pensait de faire un festival film queer. Et on a rassemblé les créateurs queer asiatiques et on a pu montrer des films de manière en, en ligne. Et on a écouté le film Everywhere at Once All Together. Et chaque fois qu'on a ces lieux de rassemblement, des fois on voit toujours les larmes. Des fois c'est des larmes qui sortent de la tristesse, l'autre qui sort de la joie. Mais moi, ma propre sœur qui habite toujours à Toronto, elle est une femme trans. Elle a braillé dans une salle avec 30 personnes qu'elle ne connaissait pas. Jusqu'à quel point c'était incroyable de voir d'autres personnes queer, asiatiques, jeunes et aînés. On avait des jeunes, 4 ou 5 ans, jusqu'à 60 ans. Et c'était un moment incroyable de connexion pendant la pandémie, dans un manière qu'on n'était pas capable de le faire avant. Et je suis vraiment contente que Danny et moi, on a eu l'occasion de rentrer en contact et d'avoir l'occasion de parler de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une identité queer et asiatique dans les lieux comme nous autres. Alors moi, je suis vraiment reconnaissante aussi. Alors merci. Alors comme vous voyez, ces programmes ont beaucoup d'impact sur les différentes personnes participantes. Mais comme j'ai dit d'avance, le monde voulait prendre les rôles de leadership. Alors, on a commencé à préparer ce programme Getting Ready. Et c'était un peu un 101 sur les outils de mindfulness, santé sexuelle, etc. Et souvent, le monde prenait le cours fois après fois, et c'était génial, mais étrange pour moi. Je voyais que le monde voulait avoir plus et capable de pratiquer ces compétences et les ramener dans leur communauté. Et on a vu beaucoup des impacts et c'était incroyable. Alors, les répercussions du programme, j'ai pu voir les personnes prendre la place, créer les opportunités, l'éducation, partager les connaissances, créer de programmation et je le vois ça continuer dans le futur. On va parler aussi de nos propres expériences en leadership. De cette processus de devenir leader, c'est pas facile, c'est une transition très difficile. J'ai jamais vraiment pensé que je serais dans un rôle de leadership et j'ai trouvé ça drôle. Avant la présentation, je parlais avec Dani, elle disait, ah, t'as tellement, pourquoi t'es devenu leader? Et c'est non, je voulais juste avoir un lieu où je pouvais être avec d'autres personnes queer et asiatiques. Et je ne sais pas si je suis réellement un leader, mais j'ai appris dans les derniers moments, peu importe si on est ici, comme les personnes jeunes, on a pu engager avec plusieurs personnes dans ces différents lieux, c'est les personnes en bas de 30 ans. Et ça, c'est un obstacle difficile pour moi parce qu'on veut avoir accès aux personnes aînées qui sont aussi queer et asiatiques. Et il y a un manque, c'est pas évident d'accéder. Alors, souvent, on a des petits lieux. Et moi, je suis une personne jeune qui veut aller à un resto ou dans un bar et peut-être je veux de jouer d'une certaine manière, mais peut-être je peux pas le faire parce qu'il y a d'autres personnes qui vont observer et qui font différents programmes. Alors, comment est-ce que je peux arriver comme je suis, mais avec un rôle de leader? Alors, j'ai eu la chance de connecter avec d'autres membres queer, racisés, pour aider de mieux comprendre. Et c'était vraiment ressourçant. J'ai beaucoup appris. Je veux souligner et faire l'écho à tout ce que Ray a dit. Une autre perspective, je sentais beaucoup d'épuisement parce que j'étais cette obligation de faire des compromis autour de ma santé, etc. Parce que les objectifs communautaires, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce que le soutien qu'ils voulaient, comparé à qu'est-ce que j'étais capable de offrir. Et aussi cette pression la personne qui va en les fondateurs ou les financements et les membres communautaires. C'est juste, j'ai dit, je vais pas arrêter, je vais pas fermer le programme qui
parce que c'était trop pour moi, j'étais épuisée, c'était trop. Alors, j'ai créé plus d'espace. Et puis, en créant plus de lieux, j'ai réalisé que j'avais pas besoin de m'épuiser. Je pourrais accéder plus sur la communauté et moi-même. Il y avait moins d'épuisement, moins de stress. Alors maintenant, je fais beaucoup de tours, je mène des ateliers. C'est peut-être difficile, c'est plus difficile l'accessibilité financière et tout ça. Et j'ai vu cette réflexion aussi dit par différents membres de la communauté. Alors, nous, on a fait une liste des pratiques durables, exemplaires. Et ce que je veux souligner, c'est qu'on a besoin de créer des places où les participants peuvent décider elle-même la programmation qu'elle veut. J'ai vu beaucoup de compromis qui étaient faits quand je savais que la communauté, qu'est-ce que la communauté voulait comparer. Il fallait prendre leurs évaluations et mieux faire. On peut déléguer, on peut respecter les personnes, leur temps, leur existence. On peut les soutenir comme il faut, assurer qu'on a de l'alimentation, on peut travailler dans qu'est-ce qui nous excite. On n'est pas obligé à toujours apporter des compromis. Et on peut se rappeler qu'on fait partie de cette communauté aussi. Alors, avec cette tour, on veut vous entendre de vous autres. Si vous voyez vous-même votre identité représentée ici, si vous aimeriez um, coordonner des programmes, tout ça, alors malheureusement, le service est uniquement en anglais, mais vous pouvez parler de vos expériences et on pourrait peut-être parler encore plus au prochain sommet. Alors, on espère d'être avec vous bientôt encore. Merci. Merci à vous deux encore. C'était une présentation incroyable. Je trouve ça tellement intéressant et excitant de voir comment vous avez pu faire connexion en différentes régions et créer ces contacts et des programmations pertinentes pour vos communautés. Alors, on est à notre présentation finale. Alors, on l'appelle au cœur de la recherche dans nos communautés, enquêteurs, chercheurs, jeunes queer. Alors, pour commencer, on a Marie Geoffroy qui vient de Centre de recherche communautaire. On a Kartik Aurora de Health Initiative for Men. On a Olivier Ferlap qui vient de Collab. Et on a Lane Brodant qui est sur le programme Bispirituel, CBRC. Et Finn Senini qui malheureusement ne peut pas être ici avec nous aujourd'hui, mais s'il vous plaît, donnez un rond d'applaudissements pour nos intervenants. Bon matin, salut. Alors, comme Spencer a déjà dit, moi, je m'appelle Marie Geoffroy. J'ai le plaisir d'être ici avec vous, avec les personnes, mes collègues ou collaborateurs depuis les dernières années. Et ça, c'est notre investigators, knowledge seekers and jeunes chercheurs queer. Malheureusement, Finn n'est pas ici avec nous, mais on a d'autres membres du programme ici dans la salle avec nous aujourd'hui. Alors, c'est génial. Alors, rapidement, on a notre reconnaissance territoriale où euh, notre travail font lieu. Vous savez que le travail qu'on est plus large que l'île Tortue, mais on veut reconnaître les impacts des personnes autochtones à travers le Canada. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui? On va regarder c'est quoi Jeunes chercheurs queer knowledge seekers. Certains d'entre vous peut-être le connaissent déjà, mais on va faire quelques mises à jour de qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on attend dans notre programmation. Et oui, rapidement, The Investigators, c'est de commencer il y a plus que 10 ans. C'est un programme de renforcement des capacités communautaires. On a des différents sites à travers le pays. On a des sites à Halifax, à Montréal, à Winnipeg, Edmonton,
Vancouver ici aussi, et aussi Knowledge Seekers. Lane va parler davantage tantôt. Et ce que c'est, les participants vont participer dans tout un processus pour faire la recherche. Ils vont construire eux-mêmes la recherche, poser la question, utiliser une méthodologie et voir la connaissance qui il peut déjà acquérir. Alors, c'est quelque chose qui arrive au niveau local. Des fois, c'est hybride ou en ligne. Ah, évidemment, avec la pandémie, il fallait s'adapter un petit peu. Mais on a eu la chance de donner les personnes à rentrer en contact, aussi donner, servir les repas et avoir la chance d'accueillir les expériences de recherche. Et j'ai eu le soutien de CBRC, des différentes personnes euh, académiques, il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées pour appuyer ce programme. Et maintenant, je vais passer la parole à Annie. Merci Marie, merci tout le monde. Avant que je commence, je veux juste vraiment dire que je suis endettée au programme comme Knowledge Seekers. Um, Investigators. Moi, je venais d'un juste un farm à Toronto et j'ai pu avoir une expérience à cette Investigators à Toronto et les compétences que j'ai acquises à travers ces programmes, c'est incroyable parce que ça a tellement formé le travail que je fais en ce moment. Alors, quand j'ai eu la chance de développer Knowledge Seekers, c'était comme génial. Merci pour l'argent, mais qui a demandé pour ce projet? On a retourné à voir la communauté et dire, on ne veut pas couper-coller. On ne veut pas euh, insérer un programme dans nos vies qui n'était pas construit avec nous. Alors, on a commencé de bas pour aller vers le haut. Alors, on a réfléchi, c'est quoi d'être une personne autochtone dans le milieu de recherche? C'est quoi les compétences, les idées qui sont valeurs pour nous? Alors, on a pris des personnes autochtones qui travaillent dans la recherche, qui travaillent dans ce programme pour création. Et on voit que c'est vraiment de retourner dans le passé et voir que la recherche était pas gentille aux personnes autochtones, surtout dans le contexte canadien. Alors, c'est pas quand on a ces moments de tokenisation ou les moments de racisme, c'est d'autres préjugés, ça passe. Mais le fait que maintenant on a des outils pour nous défendre, plaidoyer pour nous-mêmes, pour la souveraineté autochtone et les personnes autochtones, être capable de faire ce genre de travail à l'intérieur même des institutions coloniales. Alors, nous voyons des différents éléments qui existent, mais c'est vraiment tirer des exemples historiques et actuels des personnes bispirituelles et de leurs influences sur la communauté. C'est vraiment de mieux comprendre. Et dans les institutions, ils vont parler des documents, des traités, que c'est vraiment, ça existe. Cette idée que les peuples autochtones ne comprennent pas qu'est-ce qui est écrit dans ces documents. Alors, en grande partie, c'est vraiment cette redevabilité. Et on regarde sur les différents niveaux de politique, loi, principes éthiques, etc., de voir comment, c'est quoi notre potentiel actuel comme des militants et des chercheurs. Et comme d'autres projets, on avait une intention de agrandir cet âge de pas juste 18 à 29 ans, parce qu'il fallait reconnaître que beaucoup de personnes autochtones rentrent dans le travail communautaire ou recherche, pas à travers le milieu académique, mais à travers leurs expériences vécues. Et ça prend du temps d'acquérir cette expérience. Et alors, on a eu la chance d'avoir les aînés impliqués. C'était génial. Et juste avoir cette reconnaissance qu'il y avait un apprentissage réciproque qui passait, qu'on pouvait regarder, chercher à être guidé. Les personnes voyaient qu'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient apprendre et acquérir d'informations dans notre programmation. On est fait un programme, on est sur le deuxième. On a beaucoup de personnes impliquées dans le programme Knowledge Seekers ici avec nous aujourd'hui. Alors, un de nos chercheurs et coordonnateurs de recherche, c'était un participant dans le passé. Alors, comment est-ce que c'est durable?
comment est-ce qu'on peut apporter les personnes qui sont dans un rôle de leadership, avoir la chance d'apprendre, faire les recherches et utiliser ces compétences pour créer des affaires pertinentes et importantes pour leur communauté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Knowledge Seekers? C'était de présence au symposium bispirituel de l'année passée et puis on a fait une vidéo de film sur la bispiritualité et assez, là, je vais passer le micro à Kartik. Merci, Lane. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Kartik. Je suis responsable pour le développement des compétences à HIM. Donc, cette cohorte de chercheurs à HIM ont appris les pratiques basées sur une communauté développées pour notre sondage Notre Santé 2022. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà au courant de ça? Excellent, fantastique. Our Health. Mais Notre Santé, c'est le plus grand sondage fait parmi les populations de LGBTQIA+. Et on a été certain de mettre l'avant des questions qui seraient le bénéfice de notre communauté. Puis il y avait 4 thèmes principaux qui ont sorti de cet sondage. Puis on a regardé les conditions de santé mentale avant et après le COVID-19, les connexions communautaires qui ont soutenu la résilience pendant la pandémie dans les environnements ruraux, urbains et dans les banlieues. Et on avait vu que plus de 70% des hommes gays voulaient du soutien pour au moins une question de santé mentale depuis le début de la pandémie. C'était vraiment intéressant de trouver ceci, que le monde soit ouvert pour le fait de chercher de l'aide, mais là, il faut trouver comment livrer l'aide à ces communautés. On est allé maintenant dans hors de l'impro pour développer une intervention qui est connue comme improv. Donc, c'est pas pour créer des acteurs pour les Oscars, mais essayer de créer un environnement où nous pouvons communiquer les ressources qui sont disponibles. Fréquemment, des personnes queer ont besoin d'être des acteurs de jour à jour dans leur quotidien, c'est le code switching ou d'autres situations, d'avoir des espaces dédiés pour le partage de ces connaissances apprises. Beaucoup à la participante de notre programme et tout le monde qui est participé dans ces interventions. Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser vos capacités de manière positive? On peut adapter l'environnement autour de nous au lieu que nous, on ait besoin de s'adapter à nos environnements. C'était un énorme succès. Nous avons tenu l'intervention pendant 6 semaines. Nous avons été à capacité à chaque semaine que nous l'avons mis en œuvre. Et j'étais vraiment fier de cette cohorte qui ont réussi à intégrer cette forme d'enquête créative dans un programme qui normalement est très académique et scientifique de nature. Ça a ajouté un peu de humour, créer des connexions dans la communauté avec nos groupes. Et j'étais vraiment fier de tout le monde qui a participé dans cette initiative. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Olivier Ferlat, je suis professeur dans l'école de santé publique à l'Université de Montréal où j'ai une laboratoire de recherche, ça s'appelle Collab. Nous faisons une recherche participative et basée dans la communauté avec des personnes queer autour de la santé mentale et l'utilisation des substances. Depuis 2021, nous avons une adaptation francophone de Investigators, les jeunes chercheurs queer. Et je suis une des personnes qui avait fondé le programme de Investigators en 2011 avec Eric Marchand et Terry Chester. Alors, c'était vraiment exceptionnel d'avoir la chance de l'amener à Montréal. Et je suis ici pour vous parler d'un projet que nous avons mis en œuvre avec les jeunes chercheurs queer reliés à la réduction des risques avec l'utilisation du cannabis. Et on était curieux de savoir qu'est-ce que la jeunesse faisait déjà pour réduire les risques liés aux consommations de cannabis et de trouver une façon pour que la jeunesse puisse partager leur expérience avec d'autres personnes jeunes. Nous avons mobilisé une méthode qui s'appelle le self-film. C'est des participantes qui faisaient leur propre court-métrage avec leur téléphone cellulaire. Jeunes chercheurs queer a participé dans cet processus, ont mis en œuvre des ateliers en ligne où les personnes jeunes pouvaient répondre à des questions telles comment est-ce que je prends soin de moi pendant que j'utilise le cannabis, créant des courts-métrages. Donc, nos personnes participantes ont pris 3 ateliers. La première introduit l'idée du self-filming et faire un remue-ménage de qu'est-ce qu'ils voudraient présenter dans leur film. Ils ont fait un deuxième atelier où elles ont présenté leur idée
initial, puis on ferait des astuces et des conseils pour comment le filmer. Et il y avait le troisième atelier où les personnes venaient et montraient leur seul film et il y avait des discussions autour du contenu du court-métrage et au sujet des réductions de risque en général. C'était tout mené par les jeunes chercheurs queer. Puis après, nous avons aussi fait une analyse de les self-films pour apprendre plus au sujet des pratiques des personnes jeunes qui utilisent le cannabis. Des films étaient très courts, d'environ 1 à 2 minutes, et c'est aussi environ le montant de temps qu'il nous reste pour parler de ce projet. Je n'ai pas de code QR, je ne suis pas aussi fancy que ça, mais si vous en va à notre site web, vous pouvez voir quelques-uns de les petits films. Et maintenant, la prochaine étape, ce serait d'organiser un événement pour montrer ces courts films et tenir des discussions liées à ces courts-métrages. Et je passe à Marie pour conclure. Merci beaucoup. Euh, Malheureusement, Finn, elle a présenté cette diapo, mais elle a aussi travaillé sur les analyses des données sur notre santé 2022. Ils ont développé la produits de connaissances qui sont très intéressants, sont disponibles sur le site web de CBRC, aussi le site web pour Investigators. Donc, vous pouvez aller voir ceci si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour Investigators, chercheurs queer et Knowledge Seekers en s'appuyant sur la programmation passée du CVRC en santé sexuelle et reproductive, ainsi que notre expérience avec les sondages sexo-présents et notre santé, nos études nationales. Nous allons tenir un nouveau sondage pan-canadien sur la SSR l'été prochain, en reconnaissance à RSC, et tout le monde qui a participé dans le financement que nous avons reçu pour ce projet. Et dans ce projet, on veut aussi évaluer et consigner les recherches participatives communautaires en tant que processus et de publier un peu plus à son sujet. Et donc, on va mettre en œuvre une programmation sur 3 ans dans 7 lieux différents. C'est très excitant de pouvoir continuer de mettre en œuvre cette programmation communautaire. Présentement, les sites travaillent avec les personnes participantes pour déterminer les indicateurs locaux et nationaux pour la santé sexuelle et reproductive. Qu'est-ce que nous devrons considérer dans ce sondage? C'est quoi les questions qu'il faut poser? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques qu'on devrait mettre pour certains sites, dépendamment des différences de ce qui a lieu dans différentes provinces, par exemple avec les soins pour affirmer le genre? Donc, c'est des discussions initiales de qu'est-ce qui sera considéré dans le sondage et les priorités en termes de communautés spécifiques. On est très excités pour ceci. Nous allons visiter différentes villes l'été prochain. Alors, gardez un œil ouvert pour nous, puis participez dans le sondage. Merci. Merci tellement. C'est très excitant d'entendre plus au sujet de ces programmes. Le pouvoir que ça donne aux communautés. Moi, je suis aussi responsable pour des programmes Leadership Santé à CBRC. J'ai vu les impacts que ça peut avoir sur les communautés dans le développement des capacités. Alors, j'adore voir ces autres programmes. Merci à tous nos incroyables présentatrices. Et vu que on a fait ça de manière tellement efficace, nous avons le temps pour quelques questions. Je demanderais que peut-être une personne de chaque présentation pourrait monter sur l'estrade. Puis on pourrait prendre quelques questions avant d'aller en pause dîner. Bien, venez-vous-en. Donc, si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît lever votre main, puis il y a quelqu'un qui va venir avec le microphone. Comme ça, tout le monde va pouvoir entendre votre question. Excellent. Avons-nous des questions pour nos incroyables panélistes? Oui, ici. Alors, je demanderais que le microphone puisse être amené ici.
Oui, merci beaucoup. Tout ce que vous avez partagé aujourd'hui était incroyable et très inspirant. Une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avez des incroyables programmes. Comment est-ce que vous les financez? Je voudrais avoir une réponse de n'importe qui parmi vous ou vous toutes. Donc, vous pouvez utiliser le microphone de votre choix. Le nôtre, très simple. Nous demandons, nous faisons des demandes de financement, puis nous prions. Si vous vouliez répondre, ben, je peux parler un peu pour nous. Différentes possibilités de financement. La dernière cohorte qu'on avait, c'était à travers PIAC. Mais ouais, il faut constamment être à la recherche de finances, beaucoup d'écriture de demandes, des applications pour les subventions, beaucoup de financement par projet. Donc, comme un an, par exemple, c'est très court, mais il y a cette vide qui est créée par après. C'est quand même un problème pour les communautés. Donc, ben, c'est ça que je pourrais dire. Alors, des fois, nous avons du financement, des fois, non. Une des choses que m'a vraiment frappé, c'est à quel point les personnes sont généreuses, si on leur demande la bonne chose. Fréquemment, les personnes vont contribuer différentes choses, les aliments, un espace, et on peut essayer de rassembler ce qui est nécessaire pour un projet, et c'est tout basé sur nos connexions dans la communauté. Je vais essayer de le couvrir un petit peu dans ma présentation, mais je ferai écho à ce qui a été dit. En tant qu'étudiant de doctorat, un de mes rôles, c'est de s'appliquer pour différentes sources de financement. Et donc, nous regardons pour différentes formes de financement, en considérant une relation en continu. Donc, on a vraiment passé un an et demi sans financement, juste bâtir des connexions. Après ça, on a commencé à faire des demandes de financement local. Puis après ça, le financement du tri-conseil de la euh, SRHC est venu par après. Puis j'ai plus d'accès à raison du fait que je fais une étude au doctorat. Donc, je pense qu'il y a une hiérarchie qui existe dans les demandes de financement, malheureusement. Il y a quand même beaucoup de différentes sources de financement qui sont possibles. Il faut faire beaucoup d'applications. Puis je pense que, comme il a dit, c'est de prier, espérer qu'il y ait quelque chose qui rentre, mais c'est un processus continuel. Fantastique. Je pense qu'on pourrait prendre le temps pour une question de plus. Il y a quelqu'un qui en aurait une? Oui, en arrière, on va t'amener un microphone. Donc, c'est une question qui est quand même similaire, mais plus en lien avec le continuaison de les projets. Il y a des personnes que c'est un projet sur un an et il y a des projets qui ont des dates de fin. Que pour réussir à rejoindre la communauté, mais aussi de bâtir la capacité pour que ça puisse être un peu plus pérenne, que ça ne dépend pas juste sur des subventions. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous dans la sphère des OBNL qui regardent sur la santé queer. On fait face à ces sortes d'enjeux. Donc, c'est peut-être une question un peu euh, sombre, mais comment est-ce qu'on peut refiler ces projets aux communautés si on n'est plus là pour les soutenir? Oui, merci. Donc, pour notre cas, c'était vraiment un projet de un an, puis on avait l'impression qu'on laissait une grande vide dans la communauté. Mais la manière que nous l'avons conçu, que ça devienne une habitude à les personnes de se réunir à tous les mois. Mais maintenant, elles continuent à se rencontrer à tous les mois. Donc, on espère qu'on va trouver une nouvelle source de financement, mais d'investir dans les leaders, dans la communauté pour qu'elles puissent faire les choses eux-mêmes et de leur donner la capacité de chercher leur propre financement aussi dans le futur. Excellent, merci. Mais fantastique, c'est tout le temps que nous avons pour notre séance aujourd'hui. On va encore remercier nos fabuleuses présentatrices pour leur excellent travail. Merci beaucoup.